Allez, écoutez, merci à tous de nous avoir rejoints. Nous allons démarrer notre deuxième séquence de l'après-midi, de cet après-midi, donc consacrée aux investissements et à la compétitivité dans la transition énergétique. Et pour poser le cadre de cette deuxième séquence, nous avons le plaisir d'avoir avec nous et d'accueillir Christian Zinglersen. Les intervenants sont déjà installés sur scène. Je vous présenterai dans un deuxième temps. Vous allez nous partager les défis européens des dynamiques d'investissement entre transition, souveraineté industrielle et compétitivité. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation d'abord, Emmanuel, et à l'équipe de la Creux. Je vais remercier aussi Jean-François. Je sais qu'il a dû partir, mais en fait, avec Jean-François, je vais ma première réunion, même avant prenant mes fonctions comme directeur de la SER, ici à Paris, quand je travaillais à l'AIE. Dans les prochaines 10 minutes, à peu près, je vais essayer de montrer quelques défis et quelques dilemmes en Europe en ce qui concerne notre transition énergétique et en même temps quelques opportunités à considérer. Et si vous tenez jusqu'à la fin de ma présentation, je vous promets un petit bonus, une rencontre inattendue peut-être avec un marxiste italien et un poète français. Bon. On commence. Pour commencer, des discussions émergent régulièrement concernant la compétitivité des prix de l'énergie en Europe, notamment pour l'industrie, un sujet pertinent aussi pour nos discussions aujourd'hui. La figure à droite montre l'avantage des prix, si vous voulez, aux États-Unis vis-à-vis nous en Europe en matière d'électricité. Il fallait noter que ce n'est pas quelque chose de récent. Regardez la figure à gauche. C'est une figure venant de notre Monitoring Report de la SER il y a 10 ans. Et il montre une différence structurelle, par des raisons plutôt géologiques, de la part du prix du gaz à Henry Hub aux États-Unis par rapport au prix du TTF en Europe. Et cette différence a des implications majeures, à mon avis, pour le choix à faire pour notre compétitivité comme continent, notamment en matière d'électricité. Regardons, nous, ce qui se passe au système électrique quelque part en Europe. C'est clair que nous nous trouvons dans une nouvelle époque. La figure à droite, ça montre l'évolution des prix de l'électricité en Espagne les derniers 4 ans. Effectivement, remplaçons la fameuse duck curve avec une duck canyon. Je ne sais pas si ça traduit bien en français, le canyon du canard. Si, vous connaissez le terme en anglais, j'imagine. Et donc, la volatilité des prix de l'électricité indique que certains besoins de flexibilité ne sont pas complètement satisfaits. Et à venir, ça veut dire qu'il faudrait réfléchir à un équilibre entre une certaine stabilité ou possibilité de prévoir peut-être des prix d'électricité pour faciliter l'électrification de l'industrie ou d'autres usages, et à l'autre côté, une certaine variabilité des prix pour développer le mix de flexibilité le plus efficace ou le moins cher en s'appuyant, par exemple, sur la flexibilité de la consommation. Et à propos des États-Unis, le contraste est frappant. Aux États-Unis, il y a un système différent qui s'appuie sur ses ressources propres significatives et ça porte des implications dans plusieurs endroits. Et le chiffre correspondant pour nous en Europe, c'est vers 13%. C'est en termes de l'électricité produite par le gaz, et c'est un nombre décroissant de petit à petit chaque année. Pour montrer un peu, par des nombres globaux, si vous voulez, pour nous en Europe, d'abord des bonnes nouvelles, si vous voulez. La figure à gauche, vous voyez le good news, une réduction significative des price spikes, ou des montées des prix en français, l'année dernière par rapport aux années de passé récentes. Mais en même temps, si vous voyez la figure à droite, là, vous voyez que malgré la réduction de price spikes, le spike de prix extrême, nous serons quand même à 70% du temps
des fluctuations des prix au-dessus de 50 € par mégawatt-heure en moyenne en Europe, ce qui est tellement significatif, je veux dire. Et c'est pour ça qu'on constate que nous sommes déjà dans une nouvelle ère, notamment une ère où les besoins de flexibilité à court terme augmentent fortement. En même temps, à mon avis, il fallait rester concentré sur ce qu'on dit à l'ACER, l'augmentation de system costs, les coûts de système. À l'avenir, le prix des marchés de gros vont probablement baisser en moyenne grâce à l'influence croissante des énergies renouvelables. Cependant, les autres composantes de prix de l'énergie risquent d'augmenter. Et cette augmentée due à des investissements massifs dans les réseaux et à des coûts annexés en augmentation, comme par exemple des mécanismes de capacité, des mécanismes de flexibilité, de soutien aux énergies renouvelables, mettent en danger la base ou le baisser des coûts totaux d'électricité pour le consommateur et par conséquent, ce risque de mettre en danger peut-être la compétitivité de nos sociétés en général. Et concernant les réseaux électriques, il faut donc considérer les options comme inciter les utilisateurs du réseau, consommateurs et producteurs, à modérer leurs besoins, donc les investissements sont nécessaires, mieux planifier les besoins et investir dans des technologies innovantes qui pourraient bien être moins chères que d'investir dans des nouvelles lignes, comme par exemple le Dynamic Line Rating ou Smart Wires, comme on dit en anglais. Concernant les mécanismes de soutien, il faudrait bien considérer comment réduire les barrières de marché, par exemple pour la flexibilité, pour diminuer le besoin de soutien et améliorer le design des mécanismes de soutien pour s'assurer qu'ils maximent le bénéfice pour le système électrique, par exemple via Smart CFDs, mais aussi encore une participation transfrontalière, un partage des risques entre opérateurs privés et consommateurs et l'État. Donc, plus globalement, comment regarder notre situation d'une perspective plus conceptuelle, peut-être? Et là, ça c'est le focus, il fallait concentrer, j'ai oublié. Donc, plus conceptuel, peut-être. Je crois que presque tout le monde est d'accord que nous sommes dans une période de transformation fondamentale. Et ici, je l'utilise souvent l'image un peu dramatique d'un marxiste italien, Antonio Gramsci. Est-ce que vous connaissez Antonio Gramsci? Quelqu'un? D'accord, très bien. Si on comprend le système, la part des énergies aujourd'hui fossiles diminue et avec ça, la vulnérabilité à la volatilité de leur prix, évidemment. Cependant, il reste des progrès à faire pour éliminer complètement, notamment concernant l'accélération du déploiement des renouvelables et la flexibilité non fossile. Et pour cela, nous sommes du coup au milieu d'une transition et c'est une période difficile entre l'ancien et le nouveau monde. Et là, comme avait dit fameusement Antonio Gramsci, « The old world is dying and the new world struggles to be born. That is where the monsters come. » Donc ça, c'est assez dramatique, c'est le Gramsci Gap, en théorie. Et peut-être c'est un peu moins controversiel qu'un marxiste auprès d'une conférence organisée par le régulateur de l'énergie, de prendre une autre image, comme le IMF. C'est une image du Fonds monétaire international, une figure qui montre les difficultés plutôt macroéconomiques de passer d'un type de capital stock vers d'un autre. Il y a des difficultés, c'est clair, c'est logique, mais il fallait résoudre. Ça, c'est l'obligation, ça, c'est le devoir. Et c'est une difficulté encore augmentée par les besoins de renforcer les filières industrielles net zéro stratégiques au travers du règlement européen associé, le Net Zero Industrial Act. Ces filières couvrent par exemple les renouvelables, les hydrogènes, les batteries de stockage, les pompes à chaleur, les biogaz et les technologies liées au réseau électronique dont on a parlé. Tout cela implique qu'il y a pas mal de dilemmes ou de compromis à résoudre dans les années qui viennent,
À court terme, les fondamentaux des marges d'électricité, le mix énergétique, le prix du gaz, font qu'une baisse significative des prix pour l'industriel, et ça engendrera peut-être ou nécessairement des questions de redistribution entre consommateurs ou de socialisation, par exemple via le budget de l'État du coût de ces bases. Et à moyen terme, c'est évident que aussi là, il y a pas mal de compromis et de dilemmes à résoudre, comme par exemple d'avoir une cadre réglementaire stable vis-à-vis avoir une cadre dynamique capable de faire face aux changements récurrents dans notre système énergétique. C'est un équilibre difficile. Il y a un autre, c'est clair, il y a une provenance croissante des coûts de CAPEX par rapport aux coûts de OPEX, des investissements nécessaires, et ceci dans une situation actuelle où le taux d'urgence n'est pas aussi favorable que dans le passé. Il y a une transition accélérée où le besoin d'une planification massive augmente, sans perdre le bénéfice du marché pour encourager la compétitivité et la réduction des prix. Aussi difficile. Alors, ce sont les équilibres. Alors, pour terminer un peu, quelles implications alors pour les régulateurs de l'énergie en Europe, y compris la CRE et nous autres? Les crises récentes, soit le Covid, soit la crise de gaz, on montre que le niveau d'intervention publique dans le secteur de l'énergie est en hausse. Et le rôle des régulateurs pourrait donc évoluer à l'avenir aussi. Quelques exemples. C'est important de les engager avec et informer le gouvernement sur cet équilibre à trouver entre un marché concurrentiel de l'énergie, peut-être plus agile, moins cher, et à l'autre côté, l'intervention publique, d'avoir la confiance dans l'atteinte des objectifs de carbonisation ou de sécurité d'approvisionnement. C'est important d'améliorer le fonctionnement des marchés de l'énergie. 34 milliards d'euros de bénéfices par an pour l'Union européenne, ce qu'on a estimé à la CER il y a 3 ans à peu près. Et ceci pour réduire le coût et améliorer la résilience à des chocs inattendus. Et c'est aussi important d'accompagner l'introduction de mécanismes de soutien pour minimiser leurs coûts et maximiser leur valeur pour le système énergétique. En bref, le rôle des régulateurs pourrait bien bénéficier de l'avis de votre grand poète français, Antoine de Saint-Exupéry, qui avait remarqué sur l'avenir: tu n'as point à le prévoir, mais à le permettre. Je crois que c'est vrai, non? J'adore cette expression, by the way. Et pour permettre l'avenir, évidemment, il fallait développer des idées. Heureusement, la France ne manque pas d'idées. Et en fait, par contre, mon collègue à la CER, François Baude, qui m'accompagne ici, m'avait dit qu'il y a une fameuse phrase dans le secteur de l'énergie française des années 1970 qui disait: en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Good for you! Donc, s'il vous plaît, partagez ces idées avec nous autres, qu'on a fortement besoin. Et c'est clair que c'est tous ensemble qu'on crée l'avenir. Merci pour votre attention et merci pour l'entretien. Merci beaucoup. Et nous allons essayer de prolonger cette maxime de Saint-Exupéry en permettant l'avenir avec toutes vos idées et toute cette énergie collective rassemblée autour de cette table. Pierre-André de Chalandard, merci de nous avoir rejoints, coprésident de la Fabrique de l'Industrie et ancien patron de Saint-Gobain. À vos côtés, Claire Vaizan, directrice générale adjointe d'Engie, Thierry Déhaut, président fondateur de Meridiam, et à mes côtés, Xavier Piechazic, président du directoire de RTE. Alors, bien écoutez, en rebond de tout ce que l'on vient d'entendre sur les conditions du marché en Europe, quelles seraient, selon vous, Claire Vaizan, peut-être pour commencer, les conditions d'une transition énergétique réussie et si possible sans atteindre le réseau et si possible en favorisant la souveraineté industrielle européenne?
et la compétitivité. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, et je commence par souhaiter un très bon anniversaire à la Creux, puisque nous sommes là pour une occasion très joyeuse. Alors, j'ai envie de commencer là où Christian nous a laissé, ou presque, parce que moi aussi j'ai grandi dans les années 70. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Je commence par cette idée simple, parce qu'en fait, quand on réfléchit à ce qu'est la transition énergétique, c'est très largement la sortie du monde fossile. Et le monde fossile, c'est un monde dans lequel, structurellement, nous sommes, nous Européens, dans une forme de désavantage compétitif par rapport aux autres zones, et en particulier par rapport aux États-Unis. Ce que je dis est évident, je pense, pour chacun d'entre vous qui regardez le secteur énergétique, hein, évidemment, mais on l'a vu dans les graphiques que montrait Christian, structurellement, sur quelque chose comme le prix du gaz fossile, il y a un rapport de 1 à 2 entre le prix du gaz américain et le prix du gaz en Europe. Alors, quand il y a des crises, ça peut monter beaucoup plus, hein, c'est monté à un rapport de 1 à 5. Mais on voit bien qu'un monde dans lequel le gaz joue de moins en moins de rôle, comme j'allais dire, carburant direct, d'une part, et d'autre part, de moins en moins de rôle aussi sur la fixation du prix sur le marché de l'électricité, on voit bien que ce monde est un monde dans lequel on a une opportunité, nous, Européens, d'être davantage dans une forme de level playing field, comme on dit en très bon français, avec le continent américain. Donc on n'a pas de pétrole, mais on a des énergies. Alors, on n'a pas de pétrole, mais on a du soleil, on a du vent, on a de la chaleur, on a du froid renouvelable et on a de l'eau, donc on a de l'hydroélectricité. Alors, ça, c'était l'intuition que nous avions. Et comme il faut dépasser les intuitions... On a un peu de nucléaire aussi, mais bon. Et on a du nucléaire aussi, bien évidemment. Mais là, on parlait du renouvelable, pardon. Évidemment, on a du nucléaire, et d'ailleurs, nous n'opposons pas les énergies, ça n'a pas de sens d'opposer les énergies. Et on a vu que les Français, tout à l'heure, ne les opposaient pas. Les Français, pas plus que nous, n'opposent les énergies. Mais l'intuition, c'est la sortie du fossile doit nous permettre de rétablir une forme de pied d'égalité. Alors, une fois que j'ai dit ça et qu'on a cette intuition, nous avons fait un travail en regardant le coût des projets. Il se trouve que nous développons des projets de renouvelables aux États-Unis et que nous développons des projets de renouvelables en Europe. On a regardé les coûts comparés de sortie de la production électrique dans un cas et dans l'autre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ces coûts, si je mets de côté les dispositifs fiscaux, Inflation Reduction Act, ces coûts sont très proches. C'est pas intuitif. Hein. C'est pas forcément intuitif parce que si vous allez aux États-Unis, vous verrez des projets énormes de renouvelables. Il y a grosso modo un facteur 10 entre la taille d'un projet de renouvelable aux États-Unis et la taille d'un projet de renouvelable en Europe. Mais la différence, c'est que les coûts de construction sont plus élevés aux États-Unis. Les coûts des intrants de votre parc solaire ou de votre parc éolien sont plus élevés, y compris du fait de barrières douanières. Et donc, in fine, vous êtes dans une situation dans laquelle le coût de production du renouvelable est assez proche aux États-Unis, en Europe. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, et c'est ce que disent les chiffres, ça, ce n'est pas une vision dogmatique du sujet. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça veut dire que si on réussit à aller vers un système où le renouvelable joue un rôle plus important, et on y reviendra, je pense, tout à l'heure, hein, mais si on réussit à avoir par ailleurs plus de contractualisation sous forme de contrats bilatéraux de long terme entre les industriels et les producteurs type PPA, on va réussir à s'extraire davantage du problème de marginalité du gaz sur le marché et on va réussir à améliorer la compétitivité relative de l'Europe par rapport aux États-Unis. Et je me posais la question des flexibilités, sont les mêmes aux États-Unis qu'en France. Est-ce que si on rajoute le coût des flexibilités, est-ce qu'on reste dans des taux similaires également? Alors, il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis. J'allais dire aussi, il y a énormément de problèmes aux États-Unis sur les questions. Alors, les flexibilités se développent bien, hein, notamment tout ce qui est stockage par batterie. En revanche, énormément de problèmes sur les questions de réseau, avec des vraies congestions, des prix très différents entre les nœuds, le point de livraison. Donc, en fait,
il ne faut pas avoir une vision idyllique du tout du système électrique des États-Unis. Voilà, mais ça m'amène à un point qui est un point important, qui est que, deux points en fait. Hein. Le premier, c'est effectivement l'importance des infrastructures et de la flexibilité, puisque dans ce système, avec davantage de renouvelables, ces deux facteurs seront clés. Je pense que d'autres en parleront dans la table ronde. Et puis, dernier point, ce développement des énergies renouvelables, cette transition énergétique, c'est un facteur de souveraineté. Là aussi, je pense que c'est évident pour tout le monde, mais on a parfois des débats sur le contenu étranger des panneaux solaires, le contenu étranger des éoliennes. Mais tout le monde a bien en tête qu'une fois que les éoliennes sont installées, une fois que les panneaux solaires sont installés, eh bien, on produit de l'électricité sans être plus dépendant de l'étranger. Voilà, donc 3 facteurs, compétitivité, souveraineté et évidemment besoin de veiller à un mix équilibré avec rôle de la flexibilité et des infrastructures. Xavier Piéchazic, justement, peut-être en rebond sur ce que l'on vient de se dire sur l'importance des flexibilités et en même temps votre rôle aussi dans l'accompagnement de l'électrification de l'industrie et de sa compétitivité. Oui, merci, bon anniversaire. Je suis très content d'être là et j'ai été aussi très content d'être là le jour où le patron de Lacer nous a dit s'inspirer d'Antonio Gramsci. Merci Christian. Vu du réseau, c'est vrai que cette électrification qu'on souhaite, ça pose d'énormes, des sujets importants pour le réseau parce que mécaniquement, il faudra qu'il grandisse. Il faudra qu'il augmente ses différentes capacités, que ce soit sur les gros et les petits tuyaux. La manière d'accompagner les industriels, c'est d'avoir un réseau déjà suffisamment mature pour continuer à les accueillir. Et de ce point de vue-là, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait de complexe. Claire l'a dit, par rapport aux US, nos réseaux en Europe sont largement plus matures et sont largement plus accueillants que les réseaux en Amérique du Nord. Alors, je parle des États-Unis parce que Canada, c'est un peu différent. Et pardon d'être un peu franchouillard, mais en France, nous n'avons pas de complexe à avoir non plus par rapport aux autres pays d'Europe, parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de pays d'Europe qui ont fait des moratoires sur le raccordement des industriels parce qu'ils n'ont plus de capacité réseau. Ce n'est pas le cas en France. Les industriels, aujourd'hui, RTE, juste RTE, et peut-être que Marianne nous donnera un chiffre supplémentaire tout à l'heure, il y a 21 gigawatts d'industriels qui ont fait des demandes de connexion réseau qui ont été acceptées. C'est gigantesque. Aujourd'hui, la pointe de consommation de toute l'industrie française, c'est 15 gigawatts. Donc, il y a 21 qui ont fait une demande à qui on a dit oui. Donc, c'est très bon signe. Maintenant, notre enjeu, c'est qu'il faut qu'on transforme ça. C'est-à-dire qu'il faut que les travaux commencent, c'est que les industriels prennent leurs décisions d'investissement. Et donc, pour ça, attention, je tente une petite cascade. Il va falloir une projection, par exemple une PPE, pour que les industriels aient de la visibilité sur ce qui se passera sur le système électrique. Et bien évidemment, ça aura donc une influence sur les prix, parce qu'ils attendent ça aussi. La manière dont on aide les industriels à venir en France, c'est en réformant le droit du raccordement, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi en essayant de préinvestir dans certaines zones de notre territoire. On prééquipe la France. Alors donc on ne veut pas le faire partout, mais on détermine des zones qui sont aptes à une réindustrialisation. C'est valable à Dunkerque, c'est valable à Fos. Ça ne se fait pas, d'ailleurs, sans difficulté à Fos. C'est valable au Havre. Et on détermine avec l'État et avec les élus des zones qu'ils souhaitent privilégier pour attirer les nouveaux industriels. Et c'est là qu'on prééquipe, qu'on surdimensionne notre réseau. Et à la fin, ça fait faire des économies. En fait, pourquoi? Parce que ça permet de mutualiser. Donc ça permet d'offrir à ces industriels qui arrivent en France des temps de raccordement réseau plus courts, mais aussi de faire en sorte que pour eux, à la fin, ce soit moins cher. Parce qu'un industriel, quand il se connecte, il regarde certes les prix de gros, mais il regarde aussi les coûts réseau. Et nous, on joue là-dessus en faisant de la mutualisation.
Voilà ce qu'on fait. Et j'ai vu des data centers qui s'installaient sur des friches industrielles justement déjà raccordées. Ça aussi, ça va dans le bon sens pour diminuer les coûts. Alors, il y a les data centers et puis on peut aussi parler des fast track, justement, du fast track. Ouais, alors ça, c'est une procédure particulière qui a été qu'on a proposée lors de l'AI Summit à Paris. Plutôt que de laisser des investisseurs venir n'importe où en France se demander s'ils peuvent être raccordés et être confrontés à potentiellement des coûts et des temps de connexion beaucoup trop longs, en tout cas pas du tout conformes à leur business plan, on a pris le problème à l'envers. C'est comme quand on le prend en repérant des zones industrielles en France, c'est qu'on voit les gros investisseurs et on leur dit c'est à ce nœud électrique que nous sommes capables de vous raccorder le plus vite possible. On prend le truc à l'envers. C'est une forme de la politique de l'offre, c'est-à-dire guider l'investissement à l'endroit où c'est rapide et où c'est pas cher. Alors quand on dit pas cher, ça reste de la grosse infrastructure. En tout cas... Et quand on dit rapide 2028, on a déterminé sur le sol français 8 zones où on peut raccorder un centre de données d'1 gigawatt, ce qui est gigantesque, à échéance 2028 ou 2029, ce qui nous place dans la compétitivité mondiale sur le podium. Après, chacun a plutôt tendance à truquer ses propres chiffres, mais 1 gigawatt en 2028, c'est peut-être record du monde. Voilà, pour avoir une électricité bas carbone, compétitive, sûre, on en reparlera dans un instant. Mais en tout cas, voilà, c'est les délais que vous annoncez. Merci. Alors, Tirideo Meridiam, fondé en 2005, société d'investissement spécialisée dans les infrastructures durables. Aujourd'hui, c'est 130 projets. C'est bien ça, dans l'énergie bas carbone, les mobilités durables et les services publics essentiels. Alors après tout ce que l'on vient de se dire, quelles sont selon vous les conditions pour mobiliser durablement les investissements nécessaires dans l'énergie bas carbone, les mobilités durables, voilà, dans tous ces sujets-là, selon vous? Alors, d'abord, bonjour à tous, et puis dans la tradition, joyeux anniversaire. Alors, après ce qu'on vient de dire, on serait plutôt paniqué pour un investisseur. Je vais expliquer pourquoi. Quand on montre un monde finalement où l'instabilité et les incertitudes augmentent dans un marché qui est déjà complexe, parce qu'il est lui-même incertain et complexe, là, je dois faire un rêve paradoxal pour me dire que j'investis dans la transition. C'est-à-dire qu'un investisseur comme nous, même de long terme, recherche à la fois de la stabilité de la prévisibilité dans une certaine mesure, au moins un tunnel de prévisibilité, surtout quand il faut faire des investissements massifs, une prévisibilité contractuelle, une prévisibilité de marché, il ne faut pas trop demander, mais une prévisibilité de régulation, c'est-à-dire que les revirements de régulation, ça tue l'investissement à peu près immédiatement, et beaucoup d'autres choses. Et ensuite, ça dépend aussi dans quel finalement secteur de la transition on se pose. Mais en tout cas, ça c'est la brique, ce sont les briques communes, parce que ça peut être un peu différent, notamment quand on parle de soutien de l'État ou de l'Union européenne, ce qu'on veut, quand on se place sur, dans la transition, la frugalité ou l'efficacité de la consommation, la stabilité du système et sa durabilité, ou la production, que ce soit d'énergie classique et renouvelable classique, ou quand on parle d'e-fuel par exemple, ce n'est pas du tout les mêmes besoins pour l'investisseur qui se retrouve être un investisseur plutôt venture capitaliste qu'un investisseur de long terme dans des infrastructures et du capex classique de l'énergie. Donc, enfin, en tout cas, pour rester sur le centre, et donc ça demande... bon, on ne va pas demander l'impossible, hein, mais cette prévisibilité vient beaucoup de la régulation. Beaucoup de la régulation parce que un investisseur comme nous, ça préfère des formes contractuelles que des régulations fluctuantes. Donc les contracts for difference, des contrats d'achat de long terme. En fait, on essaie de reconstruire
une chaîne de valeur entre un acheteur-consommateur avec un crédit décent et un vendeur capable de fournir de façon stable, durable et fiable une électricité ou une énergie. Et donc cette chaîne-là, quand on n'a pas un cadre régulatoire et contractuel pour l'assurer et lui donner, et puis on parle, quand on fait des gros investissements, en dessous de 15 ans, c'est pas la peine. Donc on reviendra effectivement sur cette contractualisation qui peut favoriser, faciliter. Pour autant, l'attractivité de la France, peut-être par rapport à d'autres pays européens ou dans le monde, c'est cette capacité à fournir une électricité bas carbone et fiable et stable dans le long terme. Est-ce que c'est un atout pour vous pour venir s'installer en France ? Alors, c'est un atout pour les industriels, mais pas pour moi qui investis dans les industriels. Non, ça il n'y a pas de. Je pense que Xavier l'a très bien dit. La France, c'est à peu près le top pour s'installer en Europe aujourd'hui. Voilà. Et même quand on parlait des coûts de développement des projets aux États-Unis, alors Claire les a normalisés, mais je pense qu'ils sont quand même un peu plus élevés, même aux États-Unis, si on regarde le brut. Et pas moins complexe en matière d'autorisation, de choses comme ça. Donc on peut s'auto-flageller en France, mais il y en a qui sont aussi compliqués que nous ailleurs. Non mais voilà, c'est oui l'attractivité, mais l'attractivité, elle vient aussi pour ce que ne fait pas RTE ou ce que ne peuvent pas faire les producteurs d'énergie aujourd'hui en France, ce que peuvent faire les investisseurs comme nous. Pour pouvoir investir, il faut aussi être compétitif. Et la compétitivité vient de cette visibilité, c'est-à-dire que moins on aura de visibilité, plus la prime de risque sur nos investissements sera élevée, et du coup le service énergétique ne sera pas compétitif. Donc pour que nous on y participe, on revient toujours à cette visibilité et cette prévisibilité. Merci beaucoup Pierre-André de Chalandard. Donc vous avez vraiment cette connaissance très fine des enjeux de compétitivité industrielle. Alors aujourd'hui je vous présente comme coprésident de la Fabrique de l'Industrie, mais évidemment tout le monde vous connaît aussi sous votre précédente fonction à Saint-Gobain. Quelles sont selon vous les conditions de la compétitivité en France, en Europe pour les industries ? Voilà, la question est... Merci Eva, merci beaucoup de m'avoir invité, et merci. L'anniversaire de la CRE nous permet d'aborder des sujets qui me paraissent très importants. Donc effectivement, moi je suis un industriel, et pour un industriel, l'énergie c'est majeur. En 2019 en France, c'était 7%, toute industrie confondue, 7% du prix de revient de l'industrie, c'est de l'énergie. Dans la chimie, c'était 28%. Je dis 2019 parce que ça a plus que doublé après. Et là, maintenant, ça fluctue tellement que je n'ai pas de données très, très fiables. Mais donc, c'est absolument majeur, l'énergie. Et de ce point de vue-là, alors j'ai entendu ce qu'a dit Claire sur l'électricité potentiellement par rapport aux États-Unis. Mais quand même, moi, si on se réfère au rapport Draghi, il y a des chiffres qui montrent que l'Europe est encore extrêmement désavantagée, et même pour l'électricité. Alors, ceci étant, dans ce panorama européen qui n'est pas bon, moi, je suis convaincu qu'on peut, et je vais parler de la France, que la France est dans une situation très différente des autres pays d'Europe, et je vais être très franco-français dans le reste de ce que je vais dire, parce qu'on est assez, à mon avis, on a une situation assez antagoniste du reste de l'Europe, même, j'irai jusque-là. Je pense que la France a un atout absolument considérable dans ce domaine, et qu'en France, on peut avoir compétitivité et décarbonation en même temps, mais à une condition, c'est pas de rajouter des tas d'autres objectifs qui sont de nature différente, notamment le mix électrique, qui n'a rien à voir avec la compétitivité et la décarbonation. Il faut un mix électrique décarboné, mais après, moi je suis pour qu'on ait la neutralité à Bruxelles, mais je pense qu'aussi on a un sujet en France. Alors, aujourd'hui on a l'électricité, Emmanuel Vargon a plaisir à le rappeler régulièrement, on a l'électricité la moins chère d'Europe. Mais je pense qu'on pourrait avoir, et notamment pour les industriels, une électricité en France beaucoup moins chère encore. Et ça, or l'électricité, c'est
80% de la décarbonation de l'industrie, ça va être de l'électricité. Le reste, c'est très bien, il faut parler de tout, je ne veux rien opposer, mais globalement, pour l'essentiel, c'est l'électricité. Je l'ai vérifié chez Saint-Gobain, où on sait électrifier pratiquement tous les procédés, et je pense que c'est vrai pour l'ensemble de la grande majorité des secteurs industriels. Donc il faut une électricité pas chère, abondante et décarbonée. Bon, en France, on a une électricité décarbonée, on a une électricité, et je vais y revenir, potentiellement abondante. Donc le sujet, c'est qu'elle soit pas chère. Et pas cher, pour répondre à une question que Emmanuel Vargon nous rappelait en introduction, c'est pour trouver le juste compromis, et c'est pas binaire. Oui, moi, je vais vous donner ma vision. Je sais pas si je suis désolé, j'ai pas entendu Emmanuel, mais je vais donner ma vision. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, à la fois sur les coûts et sur les prix. Sur les coûts, moi, je suis pas un spécialiste de l'électricité, donc je vais peut-être dire des bêtises, ni de l'industrie nucléaire. Mais quand je regarde les chiffres de la IEA, que je vois qu'on utilise notre parc nucléaire à 60%, que la moyenne européenne est au-dessus de 80%, et que les États-Unis sont à plus de 90%, je me dis que c'est un problème. Honnêtement, une usine de Saint-Gobain dans l'industrie lourde qui tourne à 60%, c'est un gros problème. Et dans Saint-Gobain, quand on passe, on fait pas d'ailleurs, on passe de 80, selon les métiers, par exemple, 87 à 88, mais parler de 80 à 85, c'est absolument majeur en termes de coûts dans les industries de coûts fixes. Donc je pense qu'on a un vrai sujet. Et sur les coûts et sur la disponibilité de notre parc nucléaire. Alors, disponibilité, oui, ou obligation de moduler. Je suis très content. D'ailleurs, je salue les premières déclarations du nouveau président d'EDF qui dit qu'on va augmenter la production assez rapidement. Mais on a quand même un vrai sujet, c'est que aujourd'hui, une des raisons, et ce taux d'utilisation n'arrête pas de baisser. On est maintenant pratiquement dans les derniers. Et pourquoi ? Il y a plein de raisons, mais une raison qui me paraît évidente, c'est parce que on demande à l'électricité nucléaire d'être modulée. Et alors on est très fiers chez EDF parce qu'on fait faire de la modulation. Mais honnêtement, moi, d'un point de vue industriel, ça me paraît une hérésie de chercher à faire de la modulation sur une centrale nucléaire qui est faite pour tourner tout le temps. De votre point de vue industriel, oui, Xavier Pichet, donc pour moi, c'est une hérésie. Et je pense que le problème va s'aggraver puisque le renouvelable, et ce n'est pas seulement un sujet français, on va devoir absorber les pointes des Allemands. Et donc, en fait, le nucléaire français va être, si on ne fait rien, va être la variable d'ajustement quand il fait beau, quand il ne fait pas beau, quand il y a du vent, quand il n'y a pas de vent, de ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Donc je pense qu'on a là un vrai sujet. Et si on avait un coût de l'électricité moins cher, on peut augmenter assez vite, pas en 2050, on peut augmenter assez vite. D'ailleurs, c'est un peu ce que nous a dit RTE, de 50% la consommation d'électricité. Et donc, si on augmente le taux de charge, on va augmenter la production. Et donc, on va l'utiliser. Donc, je pense qu'on a là un élément important. Pour alimenter les data centers et l'électrification. Sur le prix, moi, je constate, alors évidemment, je vais vous donner le point de vue des industriels, je constate que si on a l'électricité globalement plutôt moins chère aujourd'hui que les autres pays d'Europe, l'écart entre ce que payent les industriels et ce que payent les ménages, il est beaucoup plus faible en France que dans beaucoup d'autres pays d'Europe. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait, à coût constant, j'allais dire, on pourrait donner un avantage plus important à l'industrie. Alors évidemment, si on veut faire ça, ça veut dire qu'il faut accepter de ne pas faire d'autres choses. Donc, décarbonation. Et le sujet, ce n'est pas de passer d'une électricité décarbonée à une autre électricité décarbonée, c'est de décarboner et la compétitivité. Ça, je pense qu'on sait faire. Et on a de ce point de vue-là, potentiellement, d'ailleurs, les investisseurs le sentent, puisqu'on est quand même plus attractif que les autres pays, mais je pense qu'on pourrait l'être encore beaucoup plus. Xavier Pichet, juste pour préciser un point entre disponibilité du parc et modulation du parc avec les énergies renouvelables. Je regrette que Bernard soit parti. Donc Pierre-André, je suis souvent d'accord avec toi, mais sur la question-là, pas complètement. Je vais te dire pourquoi. On avait déjà les mêmes débats il y a 40 ans. Ça change. En fait, j'étais à la direction de l'énergie et des matières premières. Oui, je sais. Je vais te dire pourquoi. Le minimum de consommation de la France, c'est 29 gigawatts, c'est en plein été, c'est en mai. Le maximum de conso historique, c'est 100, c'est en plein hiver. Mais la pointe l'an dernier, elle était à 90. Donc la consommation française, elle bouge entre 29 et 90. C'est différent le jour de la nuit, l'été,
de l'hiver la semaine du week-end. Un pays qui couvre sa consommation avec 70% de nucléaire, dans un monde où on consomme de 29 à 90, c'est un pays qui a décidé de faire moduler son nucléaire. Les pays dont le nucléaire ne module pas, c'est les pays dont la part du nucléaire est plus faible et donc il produit en bande, et c'est le cas du Japon et c'est le cas des États-Unis. Voilà. Je ne dis pas que tu as tort sur le reste, je dis que là-dessus, il faut qu'on pose bien le problème. Si la France veut une grosse part de nucléaire dans son mix, et c'est un choix politique, il modulera. D'ailleurs, alors qu'on on affecte les l'appelle moyen centrales, pilotable. l'industrie, elle a besoin d'électricité tout le temps. Elle n'est pas comme l'électricité, elle n'est pas du tout. Bon, Alors, qu'on affecte les centrales nucléaires tout le temps, dont on a besoin à l'industrie tout le temps. C'est une question market design. On nous avait suggéré d'animer la table ronde. Voilà. On fait des efforts avec Pierre-André. Impeccable. Ça, c'est possible, non? Claire Vaison, je vous laisse arbitrer ce débat, reprendre le micro. On a parlé de la visibilité nécessaire justement pour le financement de la décarbonation de l'énergie. Vous voulez peut-être réagir à ce qu'on vient de dire? Oui. Et puis on parlera des contrats. Ça marche. Pardon, hein, on est en train complètement de vous changer. Mais c'est pas grave. Au moins c'est vivant. Votre conducteur de table ronde, mais je pense que c'est plus intéressant comme ça. Non, je voulais réagir parce que, d'abord, pour rejoindre ce que dit Pierre-André, et je pense qu'on en est tous conscients, le prix de l'énergie, c'est un facteur absolument majeur de compétitivité pour l'Europe et un facteur majeur de localisation des activités industrielles en Europe. Hein. Donc ça, complètement d'accord, et c'est dit par Draghi, c'est dit par l'État. Et quand je disais il y a un facteur 2, ce n'était pas pour relativiser, c'est justement pour dire un facteur 2, c'est beaucoup. On a un facteur 2 sur le prix de l'électricité aussi, c'est beaucoup. En développement, ce sera moins. En développement, alors mon point, c'est le renouvelable nous met davantage sur un pied d'égalité parce que les coûts, je parle des coûts, hein, je parle pas, alors ensuite il peut y avoir des subventions, il peut y avoir Inflation Reduction Act, mais le coût pour l'économie, il est très proche pour le renouvelable aux US et en Europe, ça c'est pas inintéressant. Mais le point sur lequel je voulais réagir, c'était un autre point, c'était la question du nucléaire et des ENR. Je pense que Xavier l'a dit, hein, le nucléaire, il a modulé de tout temps. Il a modulé bien avant les renouvelables. D'ailleurs, tu disais toi-même, Pierre-André, c'était des débats d'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on n'avait pas les renouvelables. Et on voulait faire du chauffage électrique avec du nucléaire. Oui, ça, c'était un des combats précédents. Parlait de foisonnement. Mais aujourd'hui, un autre point, je pense, sur lequel on est d'accord, un autre point sur lequel on est d'accord, je pense, c'est que la transition énergétique, ça va être de l'électrification de tout un tas d'usages. Quand même pas tous. Hein. Voilà. Donc je pense que là-dessus, là aussi, hein, tous les modèles disent 50 à 60% d'électricité long terme, le reste ce sera de la chaleur, ce sera des gaz renouvelables, des choses comme ça. Bon, si on est sérieux sur cette transition, la transition, elle va demander plus d'électricité dans les années qui viennent. Et donc moi, je suis parfois un peu stupéfaite qu'on soit passé en France, il y a quelques années, 2022, ça nous a été rappelé tout à l'heure par l'IFOP. En 2022, les Français avaient peur sur leur sécurité d'approvisionnement, y compris électrique. De ne pas passer l'hiver. Hein, alors, on avait une conjonction de facteurs qui étaient désastreux. Hein. On a eu le problème de corrosion sous contrainte des centrales, on a eu peu d'hydroélectricité, en plus, le gaz flambait. Enfin bref, on était un peu dans l'alignement le plus mauvais des planètes. Mais enfin, on est passé d'une situation dans laquelle, d'ailleurs, Xavier nous disait en 2022... si vous pouvez éviter de faire tourner votre machine ce matin, c'est mieux, et prévoyez un pull. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Oui. On passe aujourd'hui à un débat qui est une espèce de crainte irrationnelle sur il ne va plus y avoir assez de demande d'électricité. Et on a aujourd'hui le débat, c'est on risque de produire trop d'électricité. Il faut freiner. Il y a un décalage entre l'usage et il faut freiner le renouvelable. Oui, mais si on baisse le coût de l'électricité, on va basculer rapidement vers l'électricité. Tout à fait. Et la meilleure façon... Ce qui se passe chez Saint-Gobain tout à l'heure. Bon. Je suis très, très, très impatiente, mais je crois qu'on est d'accord sur le fait que la meilleure façon de baisser le prix de l'électricité, c'est de s'assurer qu'il y en a assez. Oui. Et ce n'est pas d'avoir une vision malthusienne dans laquelle on se dit on va faire moins d'électricité. Donc, ça n'est pas être anti-nucléaire que de se dire le nucléaire existant, on continue à le faire tourner, on construit du nouveau nucléaire, mais le nouveau nucléaire, il sera là à partir de 2038. Donc, entre maintenant et 2038, on a besoin de plus d'électricité. La demande, elle va repartir, et je pense qu'on en est d'accord.
tu vas électrifier tes usages, on va avoir des data centers, on va avoir de la mobilité électrique, tout ça, ça va tirer la demande d'électricité. Donc il faut se dire, dans les années qui viennent, on va devoir développer du renouvelable. J'ajoute, dernier point, sur la question des coûts, parce que c'est important, que dans le monde de l'énergie, on est dans un monde dans lequel, je vois qu'il y a plein de débats dans la salle aussi, on est dans un monde dans lequel les coûts relatifs des énergies évoluent. Je pense que ça aussi, on en a tous conscience, mais le prix du photovoltaïque a été divisé par 10 en 10 ans, le prix de l'éolien a été divisé par 3. Dans le même temps, le coût du nucléaire a plutôt augmenté du fait de tout un tas de facteurs, y compris problèmes de sécurité, enfin des renforcements de normes. Donc, le point là-dessus, c'est que si on veut garder une compétitivité, un mix abordable, on n'a pas intérêt à opposer les énergies, on a intérêt à court terme à développer suffisamment d'électricité parce que ça va aider à maintenir les prix bas. Le contraire, ça ferait flamber les prix. Et on a intérêt à avoir de la visibilité, donc oui, une PPE, et ensuite à être collectivement agile. Au cours du temps, on va voir quels sont les coûts des différentes énergies. Et je pense que ce seront des choix politiques, mais les gouvernements qui se succéderont, leur job, ce sera de trouver le meilleur mix pour la France. Peut-être Thierry Déaut, si vous l'applaudir, avec l'air de la Creux, naturellement. Donc, en fait, comme on va arriver à un dernier tour de table, donc j'aimerais bien quand même vous entendre aussi chacun sur les leviers, les conditions, peut-être de l'innovation dans le financement, justement, pour retrouver cette visibilité dont vous avez besoin, Thierry Déaut. Voilà, donc, alors, ça peut paraître innovant, mais c'est assez, finalement, ça part d'un sentiment de recherche de sécurité qui n'est pas du tout innovant et de stabilité. Non, mais pour donner quelques exemples, même pour faire des choses compliquées, quand on construit l'interconnexion entre l'Angleterre et l'Allemagne, on arrive avec les deux régulateurs à avoir un contract for difference d'un côté, un RAB modifié, adapté au financement de projet de l'autre, et ça marche. Et on peut investir 3 milliards comme ça. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'était le point le plus important, c'est de trouver ces cadres de régulation qui favorisent l'investissement de long terme et la volatilité potentielle de ces investissements. Et ça peut paraître innovant, mais ça l'est pas trop. C'est vraiment la recherche d'une sécurisation, finalement. À la fin, on investit l'argent des retraites des retraités. Donc on ne peut pas en faire n'importe quoi. Voilà. Et puis après, il y a le métier des gens qui font du VC. Comme moi, je n'achète pas d'hydrogène si je ne fais pas d'hydrogène si je n'ai pas un acheteur qui me garantisse un prix et un volume pendant 15 ans. Voilà. Mais il y en a qui peuvent le faire. Et donc, quand on parle du changement des usages, tout ça, ça a besoin aussi d'être accompagné. Et accompagné comment? Par un engagement formel à travers un contrat particulier? Il y a la régulation. L'État, pour le peu qu'il investit, et l'ADEME a fait bien des choses. Nous, on a aidé des industriels en région, en France, à passer d'une énergie carbonée à de la biomasse avec leurs propres déchets. Avec l'aide de l'ADEME, ça se fait. Ils s'engagent sur 15 ans, ils ont une bonne signature. Et moi, je peux investir. On fait ça avec Dalkia et ils sont ravis. Et donc, il y a à la fois un accompagnement ciblé pour rendre les choses finalement plus compétitives. Et puis, il y a cet accompagnement. Alors, je ne vais pas redire, il faut une PPE, mais... La visibilité, ce serait pas mal quand même. De visibilité et puis aussi de flexibilité. Et je pense qu'il faut reconnaître aussi les évolutions de la Creux et sa capacité aujourd'hui à penser les sous-secteurs et d'agilité et de flexibilité. Nous, on a l'expérience des zones non connectées, notamment à SEI. Et là, la Creux fait preuve de beaucoup d'innovation et de flexibilité pour adresser des sujets qu'on ne peut pas imaginer dans un réseau connecté européen. Voilà, donc flexibilité, accompagnement, prévisibilité contractuelle, alors budgétaire, j'ose plus dire ça, mais en tout cas, pouvoir se projeter suffisamment. Ciblé, à impact maximal de l'État. Voilà.
Merci. Il y a aussi tout le soutien de la supply chain qui va investir dans la transition écologique, énergétique. Xavier Piéchazic, que faites-vous, vous, en tant que donneur d'ordre, pour accompagner, soutenir les entreprises qui sont extrêmement importantes? Le plan d'investissement du réseau de transport d'électricité d'ici 2040, c'est de l'ordre de grandeur de 100 milliards d'euros. Si la France, dans l'Europe, respecte ses engagements. Tu es devant moi, Marianne. La distribution, c'est aussi 100 milliards d'euros. Donc les réseaux en France, c'est 200 milliards d'euros d'ici 2040. 200 milliards d'euros. Donc mon point, c'est que cet argent, c'est de l'investissement. Ça sert à se décarboner. Ça sert à ce qu'on attire des nouvelles industries. Il faut que... Mais en fait, ces dépenses, c'est quoi? C'est de la fourniture, c'est des équipements électriques et c'est des travaux électriques. C'est ça la dépense. 200 milliards. Des câbles. Des câbles, des pylônes, des lignes, des disjoncteurs, des transformateurs, des travaux, du génie civil, du système d'information, etc. Moi, je veux que cet argent se retrouve dans l'industrie manufacturière en Europe et tout particulièrement en France. Et c'est dans le plan d'investissement. Et moi, je suis très décomplexé par rapport à ça. Je l'assume. Et quels sont les leviers alors pour justement y parvenir? Sur les 100 milliards, on s'est fixé un objectif en termes de fourniture. 75% d'achats français, le reste en Europe. Pour l'offshore, 50% français, 50% le reste en Europe. Ça veut dire que rien venant d'ailleurs, de fait. On travaille notamment avec MedShield sur comment est-ce qu'on change le droit européen pour que ça nous facilite la vie aussi de ce point de vue-là, parce que le droit de l'achat public n'est pas si facile que ça à manœuvrer aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on y arrive? Eh ben, je viens de le dire, il y a des règles européennes qui changent et c'est très bien, elles sont prises en main, donc merci, ça va dérouler, ça va nous aider. Deuxièmement, il faut donner de la visibilité de volume. Et là, je ne recite pas les 3 lettres qui tuent. Je dis que on a fait un plan d'investissement aussi pour donner à notre supply chain de la visibilité de volume à 15 ans. Et puis on change aussi les manières d'acheter. Donc on déstandardise et on passe des marchés plus gros, plus massifs, plus longs. Ce qui conduit, et ce qui a déjà conduit sur nos marchés récents, à ce que les fournisseurs décident de faire des actes d'investissement manufacturier sur le sol français. On l'a vu il y a 6 mois au chantier de l'Atlantique. On a vu chez nos fournisseurs de câbles déjà, et c'est ça qu'on va faire, et c'est ça qu'on va continuer de faire. Je ne crois pas du tout à une transformation énergétique française avec de tels volumes d'investissement qui, au final, seront couverts par les consommateurs sans que ce soit strictement synonyme du développement de l'industrie manufacturière nouvelle sur le sol européen et sur le sol français. Et de la création d'emplois, au moins, ne pas en perdre. Donc, non, mais c'est de la création d'emplois manufacturiers. Et si on ne fait pas ça, ça ne marchera pas. Voilà, c'est dit. Eh bien... Mais, bon, ben voilà, ça aussi, c'est dit. Mais ça dépend de ton TRI. J'espère qu'on en parle un peu ou pas, non? Je ne sais pas. Si vous voulez négocier en direct un contrat, allez-y. Je parlais des fonds propres pour les entreprises qui font partie de la chaîne de valeur. Oui, voilà, je vous laisse la parole. D'abord, je me suis fait corriger, mais je pense que je maintiens ce que j'ai dit, parce que simplement, c'est pour les industriels. On organisera un autre Moi, débat. Je parlais des industriels, si vous voulez. Pour un industriel, du point de vue d'un industriel. Bon, du point de vue industriel, on a des marges de manœuvre. D'ailleurs, c'est ce que dit le nouveau président d'EDF. Et je pense que, et donc, on a des marges de manœuvre. Et parce que qu'est-ce qu'il faut, si vous voulez, pour qu'un industriel décarbone et passe à l'électricité? On parle tout le temps des investissements. Le sujet, ce n'est pas tellement l'investissement, parce que l'investissement, s'il y a un payback, même si le payback il est plus faible, alors Thierry, il a peut-être des paybacks plus importants, mais les industriels, parce qu'ils sont poussés aussi en termes d'image à se décarboner, s'il y a un payback, même s'il est plus faible, ils le feront. Mais il faut qu'il y ait un payback. Et on ne parle pas en fait du sujet. Si le payback il est négatif, il ne le fera pas. Et donc il faut que le prix
et là, ce que Thierry a dit sur la visibilité, c'est majeur. Il faut que le prix à long terme pour l'industriel de l'électricité décarbonée, il soit plus faible que le prix du fossile, plus le CO2. Voilà. Bon, et donc, si on fait ça, et il y a des pays dans lesquels aujourd'hui on peut le faire, hein, dans Saint-Gobain, il y a des procédés dans lesquels on sait faire. On l'a fait dans certains pays. J'aimerais bien qu'on puisse le faire en France. On n'y est pas tout à fait. Bon, on n'y est pas tout à fait aujourd'hui. Et donc, et pour qu'on y soit, je pense que le mode de calcul que j'indiquais, c'est-à-dire qu'on fait payer aux industriels la modulation, on y arriverait. Voilà, donc j'ai bon espoir qu'on va y arriver. Et là, à ce moment-là, on a un atout en France pour être en avance sur tous les autres pays d'Europe sur décarbonation en étant compétitif. Merci beaucoup. Claire Vaison, est-ce que vous voulez ajouter un mot, une innovation financière? Je vous laisse la parole pour terminer. Une innovation financière, non. Je pense j'ai déjà dit un mot sur les PPA et sur le fait que ce sont des bons outils pour donner de la visibilité, d'une part à l'énergéticien qui investit et d'autre part à l'entreprise qui va consommer, que ce soit d'ailleurs pour le biométhane, et c'est en train de se développer, les BPA, ou que ce soit pour l'électricité, ce qui est plus classique, les PPA. Aujourd'hui, c'est un cadre qui fonctionne, mais qui pourrait fonctionner mieux, et notamment fonctionner mieux si on était capable de faire des PPA transfrontaliers. Alors ça renvoie à des questions. Voilà, c'est ça. Voilà, ça renvoie à des questions de capacité à réserver des capacités de transport, y compris transfrontalières. Aujourd'hui, on n'y est pas. Donc aujourd'hui, l'Europe de l'énergie, elle n'est pas faite, notamment là-dessus. Et je terminerai peut-être là-dessus. On a vu des cartes tout à l'heure. Christian nous a montré des belles cartes. Moi, il y a toujours une chose qui me frappe quand je regarde la carte sur les prix de l'énergie en Europe, c'est la disparité des prix de l'énergie. Ça montre que le marché européen n'est pas du tout intégré, en fait. On a des prix qui sont très hétérogènes d'un pays à l'autre. Alors, je ne suis pas sûre que l'intégration complète soit la situation optimale. Je pense que d'un point de vue économique, industriel, il faut se poser la question. Mais je pense qu'en tout cas, l'Europe gagnerait à se poser la question, à travailler sur quelle est la taille optimale des infrastructures en matière électrique. Voilà. Eh bien, merci. Nous allons terminer sur cette ouverture. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce débat nourri.